Xenia Fedorova en duplex. Bonjour, cher Xenia. Merci d'être avec nous. Je vous présente également l'équipe qui va nous accompagner durant 7 heures sur Europe 1 et sur CNews. Michel Fayad, habitué de cette émission, politologue, spécialiste du Proche-Orient. Et puis Nicolas Meillan, expert en énergie. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors, si vous en êtes d'accord, Xenia, on va commencer par l'actualité du jour. L'actualité du jour, eh bien, c'est depuis de nuit, c'est le moins qu'on puisse dire, les tirs entre les gardiens de la révolution d'Iran et les forces américaines dans le Golfe ont cessé. Alors, est-ce que c'est le signe de quelque chose, Xenia Fedorova? Oui, ça montre encore une fois qu'en un moment, tous les deux côtés ont a besoin de revenir vers la négociation. Pourquoi? Parce que cette guerre commence à coûter cher à Washington, à Donald Trump. En plus, ils sont en train d'utiliser l'intercepteur, les missiles, donc ils auront aussi besoin de pause pour remplir les stocks, j'imagine. Euh, pour Iran, c'est clairement, même s'ils ont montré la position de résistance assez forte, ils ont aussi, je pense, préfèrent de trouver une solution de sortie de ces conflits parce que le détroit d'Ormuz qui perturbe aujourd'hui bon, toutes les économies mondiales, mais c'est aussi ce blocage, c'est un problème avec Iran parce que à la base, ils vendent normalement pétrole à la Chine aujourd'hui. Pendant les pauses, ils peuvent le continuer, mais pendant les frappes, c'est beaucoup plus compliqué. Donc j'imagine que tous les deux côtés vont revenir en négociation. La vraie question, est-ce que ça sera pour une courte pause, pour récupérer un peu la force et après ça reprendre, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut éventuellement mener vers la paix? Aujourd'hui, ce n'est pas clair, mais un cessez-le-feu est tout à fait possible. Et on va beaucoup parler, vous l'avez un peu évoqué, évidemment, d'économie dans cette heure spéciale. On va parler gaz, on va parler pétrole. Et je vous propose justement, Xenia, d'écouter Donald Trump qui s'est exprimé il y a 2 jours. Écoutez-le. Ils n'ont pas de radar. Il ne leur reste que très peu de drones malgré ce que vous pouvez voir. Et de temps en temps, ils vont mettre certaines choses en place. Mais il ne leur reste plus grand-chose. Et d'ailleurs, ils sont en train de discuter avec nous en ce moment même. Ils aimeraient beaucoup conclure un accord. Je ne pense pas qu'ils soient prêts. Je ne pense pas que le moment soit encore venu. Mais je suis disposé à les écouter. Mais ils ne peuvent pas posséder d'armes nucléaires. Alors, on a écouté le point de vue de Xenia. Quel est votre point de vue à tous les deux, Michel Fayad et Nicolas Meillan? Est-ce que c'est le début de quelque chose? On sent qu'ils discutent entre eux. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les dirigeants omanais sont partis aux États-Unis et c'est eux qui ont demandé en fait à Donald Trump une espèce de trêve de 2 jours, 3 jours, pour voir un peu comment est-ce qu'il pourrait avancer sur le terrain des négociations. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsqu'il y a eu la signature du protocole d'accord entre les Iraniens et les Américains, ceux qui avaient joué aux intermédiaires, c'était les Qataris et les Pakistanais, sachant que les Pakistanais jouaient un peu le faux nez pour les Saoudiens. Et là, les Pakistanais et les Saoudiens sont un petit peu mis à l'écart parce que on les accuse d'avoir joué double jeu et c'est pour cela notamment que l'Arabie Saoudite est visée par les Houthis et même par les Iraniens. Et Oman est revenu en fait dans le jeu. Oman a longtemps été l'intermédiaire entre Américains et Iraniens et donc ce sont eux lors de leur visite qui ont réclamé cela aux Américains. Ce qu'il faut aussi quand même noter, c'est que demain, bien lundi, il y a Benjamin Netanyahou qui arrive à Washington et là aussi il va y avoir des discussions. Donc les Omanais vont pousser vers la paix et très probablement que Benjamin Netanyahou va plutôt pousser vers autre chose, vers plutôt une intervention militaire qui aille cette fois-ci plus en avant, plus au bout. Nicolas Meillan. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand j'écoute Donald Trump, j'ai pas l'impression qu'il parle de l'Iran, j'ai plutôt l'impression qu'il parle des Américains. On a lu dans le New York Times notamment qu'il avait été averti par certains de ses conseillers que le niveau des stocks, notamment des missiles Patriot utilisés pour intercepter, notamment les missiles iraniens, était bas. Ils avaient déjà consommé plus de 60% de leur stock. Et donc, pour une fois, Donald Trump aurait écouté ses conseillers, ce qu'il n'avait pas fait au début du conflit, à la fin du mois de février, puisque tout le monde lui avait dit de ne pas y aller, que c'était une mauvaise idée. Ce qui se joue de toute façon, c'était toujours le détroit d'Ormuz. Les Américains ont essayé de contourner par le sud et ont profité notamment de l'enterrement de l'ayatollah Khomeini pour essayer d'instaurer une autre voie. Mais ça, les Iraniens n'en veulent pas. Et donc, d'ailleurs, ils ont dit, en préambule à toute négociation, on se met d'accord que c'est nous qui contrôlons le détroit d'Ormuz et c'est nous qui fixons les conditions.
Xenia Federova, on continue avec l'actualité, on colle à l'actualité en ce dimanche dans l'heure inter. Regardez ce qu'a déclaré le pape ce dimanche, on va peut-être réagir assez rapidement. Je renouvelle également mon appel concernant la situation dans l'ensemble du Moyen-Orient où l'intensification des opérations militaires a ravivé la violence et la destruction, mettant gravement en danger la vie de nombreux civils et aggravant la pénurie d'eau potable et d'électricité. Du fond du cœur, j'exhorte toutes les parties concernées à suspendre les attaques et à rouvrir d'urgence des espaces de dialogue et de diplomatie afin de parvenir au plus vite à la paix tant désirée pour toute la région. Xenia Federova, petite réaction? C'est un message très important, crédible et c'est clair qu'il faut trouver une solution. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, tous les deux parties, non pas que deux, parce qu'on parle aussi d'Israël, évidemment, qui joue un rôle central dans ces conflits, mais ça se voit que tous les côtés, ils sont prêts plutôt à exercer la force pour venir en négociation. Et c'est ça le problème, parce que on a l'impression qu'on va un peu en cercle, c'est-à-dire que Donald Trump qui remplace les négociations avec les frappes et les déclarations assez fortes. Vous avez Iran qui ne veut pas céder et ne veut pas apparaître comme un pays qui est prêt à accepter une capitulation. Et c'est ça, en fait, ce qui est compliqué. Michel Fayad a mentionné Oman, et ce sont les médiateurs importants, mais il y a aussi tous ces autres pays du Golfe qui, en général, veulent que ces conflits s'arrêtent parce que ça perturbe aussi leur façon de travailler, envoyer, exporter le pétrole et même du gaz. Et donc, le plus long que ces conflits continuent, le plus conséquences seront plus dramatiques en fait pour leur économie. Et donc oui, le message du pape est très important et malheureusement, je pense qu'il n'est pas très écouté aujourd'hui. Elle a raison, Xenia Federova. C'est pas rien, ça veut dire quelque chose. Le pape s'engage dans ce conflit. C'est pas anodin. Oui, après, il est dans son rôle. Michel Fayad. Il est dans son rôle, il demande la paix et bien sûr, tout le monde la souhaite. Et il y a aussi quelque chose quand même qui est aussi important à dire, je pense, pour les chrétiens, c'est que pour la première fois, le Premier ministre irakien hier a déclaré qu'il souhaitait le retour de tous les chrétiens irakiens en Irak. Et donc c'est un message aussi d'espoir pour les chrétiens de la région, qui ont aussi, comme vous le savez, béatifié hier le patriarche maronite au Liban, le fondateur de l'État du Grand Liban. J'étais sûr que vous allez me le dire, évidemment. Ce sont les deux choses, je pense, qui vraiment jouent pour les chrétiens d'Orient, en plus de ce communiqué, enfin de ce tweet du pape. Tout ça, ce sont un peu des messages quand même d'espoir pour les chrétiens de la région. Autre sujet d'actualité, Xenia Federova, sur lequel j'aimerais que vous réagissiez, sont ces rebelles Houthis au Yémen qui disent avoir abattu un drone de reconnaissance saoudien. Va-t-on vers une guerre entre les Houthis, qui sont des proxys, vous le savez, de l'Iran et la puissante Arabie saoudite? On peut légitimement se poser la question, Xenia Federova. Mais on peut dire que c'est les proxys, mais... Un petit problème de connexion. On va retrouver Xenia Federova, on va rebrancher. On vous a retrouvé, Xenia. D'accord, je suis là. Vous êtes là. Je pense que le blocage des Bab el-Mandeb, c'est un autre niveau de pression qui sera mise sur les pays du Golfe, mais aussi sur les États-Unis. Et les Houthis, ils sont capables de maintenir cette pression. Ils sont pas exactement dépendants d'Iran. Je pense qu'ils sont capables de mener leur propre stratégie, mais dans ces contextes-là, ils sont évidemment du côté d'Iran. Donc je pense que c'est quelque chose qui est clair. Et si je me trompe pas, Arabie Saoudite a déjà essayé de bombarder certains sites des Houthis il y a quelques jours. Donc on est en train de voir une escalade majeure si ça continue comme ça. Imaginez qu'en plus des détroits d'Ormuz, ce blocage vers la mer Rouge, c'est déjà une situation assez grave, parce que si on parle des réserves de pétrole et de gaz en Europe et aux États-Unis, on va trouver qu'en fait, ils sont pas remplis comme l'année dernière. Et avec l'arrivée de l'OTAN, je pense que ça va créer un énorme problème. Mais c'est peut-être aussi nos experts d'énergie de nous dire, mais à mon avis, ça sera assez compliqué.
Les experts, nos experts vous écoutent évidemment, ils vont agir tous les deux. Michel Fayad, quelle est votre réaction sur cette pression des Houthis et le regard que porte Ksenia Federova sur les conséquences ? Les Houthis, ils ont vraiment un pouvoir extrêmement puissant puisqu'ils ont des missiles qu'ils produisent déjà chez eux. Donc ils ont une capacité de production locale et ils ont déjà montré par le passé je reprends le mot de Donald Trump, leur professionnalisme, même bien que ça soit compliqué de parler de professionnalisme pour une organisation qui est quand même terroriste, mais qui en fait a été capable de paralyser à l'époque la moitié de la production de pétrole saoudienne. Donc c'est quand même c'est pas rien, hein, évidemment. Il y a par contre une chose où je voudrais nuancer, c'est que les Houthis ne sont pas des proxys iraniens, sont des alliés aux Iraniens. Pour une simple et bonne raison que les Houthis ne sont pas des chiites, ce sont des zaïdites. La différence entre chiites et zaïdites, en une phrase simple, c'est que les zaïdites suivent 7 imams après Mahomet, tandis que les chiites en suivent 12. Donc voilà la petite différence. Précision importante, évidemment. Mais à cause de cette... J'ai fait un raccourci, pardonnez-moi. Oui, mais à cause de cette différence, ils ne sont pas directement des proxys, ils sont plus des alliés, même s'ils sont complètement alignés d'un point de vue stratégique, d'un point de vue logistique, d'un point de vue armement, etc. Mais il y a quand même cette différence religieuse qui les sépare. Les deux vrais proxys vraiment pour l'Iran, c'est le Hezbollah au Liban et les Hachel el-Sharbi en Irak. Les Hachel el-Sharbi qui doivent désarmer d'ici le 30 septembre. On verra si ça se fera. Il y a certains groupes qui ont déjà désarmé et le Hezbollah qui est censé désarmer dans le cadre de l'accord cadre qui a été signé entre Israël, le Liban et les États-Unis. Alors, quel est le regard de Nicolas Meillan, notre expert en énergie, sur les risques que semblent pouvoir faire peser les rebelles Houthis ? Mais quand on regarde l'évolution de ce conflit, les Iraniens avaient dit si vous nous attaquez, on va fermer le détroit d'Ormuz. Donald Trump ne les a pas cru, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit si vous nous attaquez à nouveau, on va fermer les détroits Bab el-Mandeb. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, depuis le début du conflit en Iran, donc depuis 4 mois, on n'a quasiment pas touché au puits de production, très peu de raffineries touchées. Tous ces trésors de guerre du Moyen-Orient ont été plus ou moins épargnés. Mais là, avec les frappes des Houthis, on va directement taper des raffineries en Arabie Saoudite. Et là, les Saoudiens, forcément, disent stop. Et je pense que ça a eu probablement un impact aussi sur le fait que Donald Trump ait finalement décidé vendredi soir de pas aller bombarder massivement l'Iran. Là, on commence à... Et il faut aussi savoir que, en termes de... Ça, peu de gens le savent, mais on a des records de prix à la pompe en ce moment, 2,20 € diesel. Pourquoi ? Pas parce que le prix du pétrole explose, parce que le coût du raffinage explose. En fait, comme on a beaucoup de raffineries qui ont été touchées, notamment en Russie, presque une raffinerie sur 2 qui a été touchée par des drones ukrainiens, eh bien, on a le marché mondial qui est sous très forte contrainte. Et aujourd'hui, typiquement, le coût du raffinage coûte aussi cher que le coût du Et c'est important de le rappeler, diesel. Évidemment, et pour tous les Français qui nous écoutent et qui nous regardent. Partir en vacances. Eh ouais. Évidemment. Michel Fayad. Oui, je suis d'accord. Je voulais juste compléter une chose, c'est que les Houthis ont frappé en fait les raffineries de Jazan et Yanbu. C'est plus de 400 000 barils de raffinage par jour, et c'est extrêmement important non seulement pour la consommation saoudienne locale, mais aussi pour les Chinois, parce qu'en fait l'Arabie Saoudite c'est le plus grand exportateur pour la Chine de LPG. Donc c'est le gaz pétrolier liquéfié, et donc qui est envoyé en Chine. Ça c'est une chose. L'autre chose. Donald Trump, face au blocage du détroit d'Ormuz, a focalisé durant les 12-13 jours de frappe qu'il a fait sur 2 endroits très précis. Bandar Abbas, qui est le plus grand port de la région, à part Jebel Ali à Dubaï, et qui est près du détroit d'Ormuz, et l'île de Keshm. Et en frappant ces 2 endroits, et en frappant les ponts qui relient ces ports vers le reste de l'Iran, il voulait en fait vraiment faire du mal aux Iraniens et leur dire « vous ne pouvez pas contrôler le détroit d'Ormuz ». Donc c'est ça ce qu'il a focalisé. Puis Trump a également fait autre chose. Il a frappé la raffinerie iranienne de Tabriz, qui est également l'endroit où... et il a également frappé en fait l'endroit où on fabrique le plus grand nombre de missiles en Iran, qui est également Tabriz. Donc il y a quand même des frappes stratégiques que les Américains font. Et on va voir encore une fois qu'est-ce qui va se passer demain avec la rencontre Trump-Netanyahou. Il faudra suivre ça avec une grande attention.